Dans le cas de la Folie Almayer, vous avez parlé de la tempête sur la rivière, mais quels étaient les grands axes de travail et de réflexion pour vous quand vous avez découvert le scénario? J'essaie de réfléchir à la question parce qu'en fait, pour moi, elle n'est pas facile parce que je ne sais pas si c'est la lecture du scénario qui a été une difficulté pour moi à ce moment-là. Ce qui a surtout été une difficulté, c'est de me confronter pour la première fois à la direction de production, puisque c'était le premier film où j'ai fait la direction de production. Donc évidemment, il y a eu tout un tas de questions d'angoisse, hein, parce que vous avez quand même la responsabilité, ou quelqu'un va vous la confier. Dans ce cas-ci, c'était Chantal qui m'avait appelé, donc c'était Chantal Akerman elle-même. Donc évidemment, il y a une responsabilité qui est lourde, et puis on a peur, hein, on se demande si on va réussir à faire le truc, quoi. Donc voilà, donc je ne sais pas si si je pourrais véritablement répondre à cette question. C'est plutôt en faisant que vous êtes tombé sur les différentes choses à affronter, quoi. Oui, et puis il y avait aussi la personnalité de Chantal, donc il y avait la rencontre avec Chantal autour de ce scénario-là, c'est-à-dire un questionnement permanent entre, tiens, qu'est-ce qu'elle souhaite vraiment faire, comment est-ce qu'elle voit les choses, et comment est-ce qu'on va mettre ça en place. Donc c'est pas tellement la lecture du scénario dans ce cas-ci qui m'a alertée, c'est toute la mise en œuvre, en fait. Et sur ce film-ci, ça a été très particulier pour moi dans mon parcours. C'est un film où véritablement je l'ai accompagné pendant un an. Il y a eu tout un concours de circonstances dans ma vie personnelle à ce moment-là qui ont fait que j'ai pu le faire comme ça, et où véritablement, effectivement, je l'ai accompagné à partir des premiers repérages jusqu'au repérage suivant, jusqu'à la mise en route, jusqu'au passage d'un producteur à un autre. Donc ça a été évidemment une expérience qui, moi, m'a occupée, si je puis dire, pendant un an, et qui a été un investissement personnel intense. Donc voilà. Donc c'est un film très particulier pour moi. D'abord parce que c'est le premier, ensuite parce que c'est Chantal, et puis parce que ça a été une aventure fabuleuse. Vous parliez des premiers repérages, justement, le lieu, c'est peut-être la première chose à déterminer. Le livre se passe en Malaisie. Je pense que Chantal Akerman voulait aller en Malaisie. Comment est-ce que ça se passe à partir de cette première envie? Voilà, avec Chantal, en fait, entre elle et moi, les choses se passaient toujours très simplement. Donc, elle a l'envie d'aller en Malaisie parce que le livre a été écrit. Le livre situe l'action en Malaisie. Et donc, aussi simplement que ça, elle dit on va aller tourner en Malaisie. Évidemment, forcément, quand vous êtes à la direction de production, vous confrontez directement cette question ou ce désir-là à la réalité des choses. Donc la réalité des choses, je la connaissais vaguement, c'est-à-dire que je connaissais vaguement le financement que nous avions pour faire le film. Enfin, quand je dis vaguement, je connaissais relativement précisément le budget que nous avions pour faire le film. Et donc, très rapidement, si vous vous dites, tiens, si on tourne en Malaisie, ça risque de coûter relativement cher. Voilà. J'avais eu l'occasion, moi, d'aller au Cambodge dans un voyage privé quelques années auparavant, et je me suis simplement posé la question de savoir si on ne pouvait pas transposer l'action du film au Cambodge, qui, me semble-t-il, était plus abordable, était quelque chose où nous allions pouvoir peut-être trouver des collaborations qui allaient rencontrer et qui allaient nous permettre de tourner le film dans les conditions économiques dans lesquelles nous étions, quoi. Et voilà. En plus, il y a des gens qui parlent français, peut-être, aussi peut-être. Alors oui, il y avait aussi effectivement la facilité de la langue, même si, tout le monde ne parle pas le français. Donc voilà, donc on avait quand même à l'intérieur de chacun des départements qui constituent une équipe de tournage, on avait quand même une personne qui parlait soit l'anglais, soit le français, et qui pouvait faire le relais, évidemment des informations à transmettre aux autres membres de chacun des départements. Voilà. Donc là, vous avez dû, une fois que le choix du Cambodge est acté et que vous avez commencé à faire les repérages, il faut commencer à penser aux équipes, penser aux partenariats, etc. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment tout ça se met en place? Et alors, vous m'avez aussi parlé un petit peu tout à l'heure du fait que, comme on est au Cambodge, on est aussi tributaire de la météo et que ça a aussi un impact dans le calendrier. Vous pouvez nous parler un petit peu de tous ces choix-là? Oui, effectivement. Voilà, ça a été de nouveau, ça s'est fait très simplement. Donc, quand moi j'ai dit à Chantal, tiens, est-ce que nous n'irions pas plutôt au Cambodge, elle m'a dit d'accord.
globalement, c'était souvent comme ça qu'elle répondait à des choses qui pouvaient surgir dans un esprit ou dans un autre. Et donc après, je me suis simplement intéressée. J'ai fait quelque chose d'assez stupide, hein, c'est banal. J'ai simplement écrit « Tiens, tournez un film au Cambodge ». Et boum, il y a des fenêtres qui se sont ouvertes, notamment celle de la CFC, qui est donc la commission du film au Cambodge, que j'ai contacté et qui ont dit ben oui, bien sûr, on a peut-être ce type de décor. Ils m'ont envoyé quelques photos, on est resté en contact et puis très rapidement on est parti en repérage, d'abord au nord du Cambodge sur le Mekong et puis après au retour, Chantal n'était quand même pas convaincue par les repérages que nous avions faits et quelques mois plus tard nous sommes retournés à 2 également et là on a plutôt été dans le sud et c'est à ce moment-là qu'on a trouvé les décors du film en question, quoi. Donc j'ai peut-être perdu le fil de votre question. Bien, ça, c'était la première chose, c'était effectivement les décors, la pression du temps par rapport à la météo aussi. C'est-à-dire tout à coup, votre calendrier, il y a des impératifs qu'il faut respecter. Oui, il y a des impératifs effectivement qu'il faut respecter. On avait la problématique de la mousson, donc on savait très bien qu'à partir du moment où on allait faire les repérages, il allait falloir qu'on tourne à un certain moment, c'est-à-dire en général plutôt en hiver pour nous, entre septembre, octobre et fin décembre, janvier. Donc voilà, tout en étant que je savais aussi, ou en tout cas c'était un désir qu'on a voulu rencontrer. La plupart des équipes ont envie de venir fêter Noël chez eux, dans leur famille. Donc on a tourné jusqu'au 23 décembre. Et puis après, les gens sont revenus Enfin, certains, pas tous, mais dont moi je ne suis pas revenue. Mais certains sont revenus donc, pour fêter Noël ici. Donc on a cet impératif-là, évidemment, à respecter. Donc impossible de tourner avec la mousson. C'est pas possible. Déjà, on s'est pris quelques pluies à certains moments. C'était déjà une queue de typhon. C'est sympathique aussi. Donc là, c'est les décors, le calendrier, et puis il y a les équipes à constituer, les chefs de poste. Comment ça se passe à ce moment-là? J'imagine que la cinéaste a des envies, des gens avec qui elle a envie de travailler, mais vous avez la responsabilité des contrats, de passer les accords avec tous ces gens-là. Comment ça se passe, la constitution de l'équipe? Alors, effectivement, dans un premier temps, il y a Chantal qui a des volontés de travailler avec des collaborateurs qu'elle connaît, avec lesquels elle a déjà collaboré, que ce soit son chef décorateur, éventuellement son premier assistant, et surtout ici, dans ce cas-ci, Raymond Fromont, qui était son chef opérateur et qui avait très souvent accompagné Chantal au cadre et parfois à la photo aussi. Donc, évidemment, elle va d'abord émettre le souhait de pouvoir recommencer ou commencer à travailler avec ces mêmes collaborateurs. Donc, d'abord, il faut voir si ces gens sont disponibles, s'ils sont partants sur le projet. Parfois, évidemment, entre le moment où il y a le souhait de travailler et la concrétisation de ce souhait, c'est-à-dire véritablement le début de la préparation, la mise en route du tournage, il y a parfois quelques mois qui s'écoulent et où les gens n'ont plus la possibilité d'être disponibles. Donc, c'est arrivé d'ailleurs sur la Folie Almeyer, au niveau de la Sissana et au niveau de la décoration. Donc voilà, donc on va essayer de rencontrer le désir de la cinéaste ou du réalisateur. Ce ne sera pas forcément toujours possible et donc on va après ça composer, faire en sorte qu'elle puisse rencontrer d'autres personnes, d'autres collaborateurs éventuels qu'elle va choisir à travers des castings à ce moment-là, que ce soit d'assistants à la réalisation ou éventuellement de chef déco ou autre. Donc il y a cette mise en route-là et puis il y a toute la préparation du film, lancer les repérages. Dans ce cas-ci, on les a fait avec Chantal de manière vraiment, enfin elle et moi, et puis après il faut aller les revoir avec les différents chefs de poste quand la préparation commence pour être sûr qu'on puisse les valider et qu'on puisse dans ce cas-ci aussi construire une maison en bord de rivière, donc avec tous les impératifs et les contraintes du pays. Par exemple, le gros problème du bois au Cambodge, c'est-à-dire que c'est un pays où il y a des trafics de bois précieux, donc on doit s'engager évidemment à ne pas solliciter ou en tout cas travailler avec des gens qui trafiquent ce bois-là. Donc on a travaillé avec des bois de récupération, par exemple. Donc voilà. Combien de temps prend en général la préparation? Alors j'imagine que ça dépend évidemment des projets. Ici, visiblement, ça a dû aller assez vite pour des raisons de calendrier. Mais combien de temps en général vous arrivez avant le tournage et combien de temps prend cette préparation? En général, sur des films, je veux dire, de ce type-là, ce qu'on va appeler un film d'auteur, moyennement financé, ici, plus que moyennement financé, on va au minimum avoir le même temps de préparation que le temps de tournage.
disons que si nous avons 30 jours de tournage, on aura en direction de production 30 à 40 jours de préparation. Maintenant, il y a parfois des choses qui sont faites en amont par la maison de production elle-même et qui permettent d'avoir une préparation plus courte. Ou bien ici, quand je vous disais que c'était grosso modo un an de ma vie, oui, ça a été un an de ma vie à partir de janvier jusqu'au janvier de 2011, où je suis revenue après avoir finaliser les comptes avec la production exécutive au Cambodge. Quand on tourne à l'étranger aussi, bien entendu, on s'appuie sur une structure à l'étranger qui va vous permettre évidemment d'engager des gens dans le pays, parce que vous n'avez pas la possibilité de faire des contrats cambodgiens au Cambodge, évidemment. Donc, vous allez devoir passer par un intermédiaire, soit qui sera prestataire de service, soit qui sera coproducteur. Ici, c'était effectivement un prestataire de service, production exécutive, qui nous a accueillis en quelque sorte et qui a été notre support en termes d'organisation et d'administration dans le pays. Donc voilà, c'est obligatoire de s'appuyer sur des structures dans les pays quand on va tourner à l'étranger. Donc sinon, vous n'y arrivez pas. Aussi simple que ça. Donc pendant dès le début et puis pendant tout ce temps de préparation, vous allez rédiger ou penser ce devis. Ça, c'est toute la partie préparation et imaginer ce qui va se passer. Et puis j'imagine, moi, qu'après, une fois sur le plateau, ce devis est confronté à la réalité. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre rôle une fois que le tournage a commencé ? Quand le tournage commence, en fait, moi, je suis souvent assez présente sur le plateau, en tout cas vraiment très proche du plateau. Et donc, j'ai l'occasion d'y aller d'abord quand j'en ressens le besoin, quand j'en ai l'envie, quand il y a des choses à traiter, à travers tout un tas de demandes qui peuvent être formulées au jour le jour, avec des changements de plan de travail, des choses auxquelles on n'avait éventuellement pas pensé, une difficulté qu'on rencontre sur certaines choses, une difficulté en termes d'horaire, c'est-à-dire, tiens, aujourd'hui, on va faire des heures sup. Donc, on est sans arrêt sollicité sur le plateau ou dans les demandes par rapport à des commandes supplémentaires. Et donc, on essaie de toujours trouver, d'abord de voir si elles sont justifiées, ces demandes supplémentaires. Pourquoi nous n'y avons pas pensé plus tôt ? Est-ce que c'est la meilleure réponse qu'on puisse avoir par rapport à cette problématique-là ? Voilà, on évalue constamment en fait ce genre de choses pour pouvoir y répondre le mieux possible, c'est-à-dire rencontrer le mieux possible le désir du réalisateur à travers cette demande-là, parce qu'au bout du compte, c'est le désir du réalisateur et le désir de faire son film tel qu'il l'a voulu. Et puis, il faut tenir compte aussi, évidemment, des contraintes économiques. Donc, on essaie d'équilibrer ces choses-là à travers, me semble-t-il, ou en tout cas, moi, c'est un peu la manière dont je vois les choses, où je les envisage, à travers un dialogue avec les différents techniciens, que ce soit le chef opérateur image, le chef opérateur son, les chefs décorateurs. Je pense que privilégier le meilleur dialogue possible est la meilleure manière de réussir d'abord à fédérer un esprit d'équipe, un esprit de travail collectif, et également de trouver les meilleures solutions. On n'a pas toujours dans une tête la meilleure idée. C'est bien de se confronter autour d'un problème et d'essayer de le résoudre à plusieurs. Voilà. Bon, moi j'ai encore des questions, mais peut-être que quelqu'un voudrait intervenir dans la salle. Est-ce qu'il y a une question ou une demande ou une intervention ? C'est toujours la première, la plus compliquée. Mais je voudrais rebondir sur le rapport avec les techniciens, etc. Donc en fait, vous avez aussi un peu une gestion des ressources humaines, finalement, sur le plateau. Vous êtes en contact avec tout le monde. Je suis en contact permanent avec tous les techniciens. Je les vois tous les jours. D'abord, je vais leur dire bonjour, la plupart du temps quand même. Je commence comme ça, même si ce n'est pas au premier plan ou même en préparation, mais je passe tous les jours sur les plateaux. Et puis oui, on est sans arrêt dans un dialogue. Tiens, est-ce que ça va aujourd'hui, toi ? Oui, ça va. Voilà. Mais bon, il faudrait peut-être prévoir une deuxième caméra. On a besoin d'un deuxième corps de caméra pour tel jour. Et on n'avait pas envisagé ça comme ça. Donc, et pourquoi ? Donc voilà. Et puis après, vous analysez les choses de la même manière avec le son. Tiens, en fait, je ne t'ai pas dit, mais l'autre jour, le comédien s'est assis sur son HF, donc il va falloir qu'on envoie le HF en réparation. Ah bon, d'accord, ok, très bien. C'est moyennement magnifique, évidemment, d'avoir affaire à ce genre de demandes, parce que on préférait les éviter, ou bien c'est tout et c'est en permanence. Tiens, Marianne, est-ce que tu peux venir voir sur le plateau
il y a un dégât sur le Blue Key, on aimerait que tu vois. Bon, ben, voilà. Vous venez constater un dégât, ou bien quelqu'un a fait un accident de bagnole, ou bien quelqu'un est malade. Donc, s'il est sous contrat, il va falloir trouver une solution pour tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est un accident de travail ou pas? Donc, voilà, vous avez sans arrêt, en permanence, sur les nombreuses heures que vous passez par jour sur un plateau de cinéma, vous êtes systématiquement en interaction avec tout le monde, tout le temps. Il faut avoir tout le temps un œil sur le budget, le tableau Excel, et une oreille sur le plateau pour pouvoir et parfois, changer l'un en fonction de l'autre, quoi. Voilà, et parfois une oreille un peu de psychologue quand il y a des conflits ou autres. Enfin voilà, d'écouter, d'entendre, d'essayer de comprendre, et puis d'essayer de voir là où la communication ne s'est pas bien passée, d'essayer de la réorienter aussi, parce que évidemment, comme chacun le sait, les problèmes naissent souvent de problématiques de communication. Et alors, c'est comme partout, c'est pas moi, c'est l'autre. Hein, la responsabilité n'est pas sur mes épaules, mais bien sur les épaules de l'autre. Donc voilà. Donc ça, c'est voilà, la grande cour de récréation. Quelqu'un veut intervenir? Moi, j'ai peut-être une question. On comprend donc le métier, vous êtes engagé par la production en général, en même temps très proche du réalisateur et des techniciens, donc il faut être en confiance avec les deux. Et il y a peut-être à un moment donné une question de loyauté qui peut se poser aussi envers la personne qui vous emploie et puis les personnes que vous employez quelque part. Vous faites le relais. Comment on trouve l'équilibre avec ça? D'abord, quelque part, nous sommes missionnés, mandatés par un producteur. Donc, quand il nous appelle pour faire un film, on est censé lui rendre des comptes. Et en général, quand il nous appelle, il nous dit exactement l'argent que nous allons avoir, et si pas exactement, en tout cas, le budget, le financement qui est déjà acquis, et peut-être encore quelques financements complémentaires qu'il souhaite acquérir, et avec lesquels vous allez devoir vous débrouiller pour fabriquer le film, pour faire en sorte que le film vraiment se fabrique dans cet argent-là. Après, c'est pas moi qui emploie les gens, c'est-à-dire que moi je vais constituer les équipes, effectivement, évidemment je vais m'appuyer sur les compétences d'un administrateur de production qui va faire partie de l'équipe de production, et également d'une assistante ou d'un assistant de production qui fait partie de l'équipe de production, pour établir les contrats qui, eux, respecteront les termes du contrat de l'embauche que j'aurais discuté avec chacun des techniciens. Alors en général, on n'a pas forcément le temps de discuter avec chacun des techniciens, mais on va discuter avec chacun des chefs de poste. Par exemple, on va discuter avec le chef machiniste, le chef électro, et puis on va, avec eux évidemment, voir quels sont les termes de l'embauche. Tiens, sur combien d'heures nous travaillons par jour? Est-ce que à quel montant l'heure supplémentaire est-elle payée si jamais? À quel montant l'heure anticipée est-elle payée? Est-ce qu'on va travailler de nuit? Est-ce qu'il y a une majoration sur les nuits? Donc voilà, donc on gère tout cet aspect-là, je dirais, administratif, contractuel et quelque part social du travail. Mais en définitive, en bout de course, nous ne sommes pas l'employeur, nous représentons l'employeur. Je représente le producteur, je représente la maison de production, et je suis l'intermédiaire, évidemment, je suis l'intermédiaire du producteur, je représente le producteur sur le plateau. Mais, parce qu'on en a discuté tout à l'heure pendant le film, et donc j'aimais bien la réponse de tout à l'heure, c'est que la loyauté, elle est envers le film. Pardon ? La loyauté, la première loyauté. Oui, la première loyauté, enfin en tout cas pour moi, dans ma manière de voir les choses, la première loyauté est envers le film. Mais si elle est envers le film, elle est normalement envers le producteur et envers le réalisateur, puisqu'ils se sont rencontrés avant sur un projet qu'ils ont développé ensemble. Ici en Belgique, très souvent, un producteur va développer un projet avec un réalisateur qui va être lui-même déjà scénariste
très souvent, le réalisateur est le scénariste de son propre film. Donc, il y a une collaboration qui s'est instaurée au cours de cette écriture et qui parfois prend 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Donc, vous arrivez au bout de cette course-là ou de ce cheminement-là, si je puis dire, avec quelqu'un qui va vous missionner en disant « Tiens, voilà, j'ai autant d'argent pour faire le film de un tel. Est-ce que tu es libre? Est-ce que tu es disponible? Est-ce que ça t'intéresse? Il faut partir au Cambodge, en Croatie. Moi, je veux bien partir partout. J'adore. » On dit direction de production, donc effectivement, votre premier rapport est à cet endroit-là. Sur La Folie Elmayer, c'est un peu particulier, puisque Chantal Akerman était productrice du film, et c'est à ce titre-là qu'elle vous contacte, mais finalement, la relation de travail se fait avec la cinéaste dans ce cas-là. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce compagnonnage-là? Alors, Chantal Akerman a été très déterminante dans mon parcours à moi, mais voilà, d'abord parce que j'ai fait une première régie avec elle en 93, donc ça remonte quand même à quelques années. Je vais faire un premier film où je vais faire ma première régie générale, si je puis dire. Et puis, 10 ans après, je vais faire un deuxième film avec elle où je ferai de nouveau une régie générale, c'était en 2003. Et là, elle fera un film qui s'appelle Demain on déménage. Et c'est à la suite de ce film-là qu'elle va m'appeler pour faire celui-ci. Et ça, c'est 6 ans plus tard, en fin 2009, elle m'appelle en me proposant de faire la direction de production. Donc c'est un... Comment dirais-je? Chantal a été très marquante dans mon parcours, je vais dire professionnel. Je ne suis pas sûre d'adorer ce mot-là, mais bon, voilà. Dans mon parcours tout court, vais-je dire. Donc... Et puis ici, ça a été effectivement un accompagnement très particulier qui c'est pas tellement une productrice que j'ai accompagnée, c'est Chantal Akerman. Voilà, je ne peux pas résumer les choses autrement. Et donc, ça a été... c'était quelqu'un qui vous emmenait... je veux dire, vraiment, à partir du moment où vous la rencontriez, parce qu'elle n'était pas toujours, elle n'a pas toujours pu rencontrer, ou certaines personnes n'ont pas toujours pu la rencontrer, si je puis dire, mais à partir du moment où vous la rencontriez, Chantal, vous étiez prêt à la suivre au bout du monde, même pour aller faire des repérages, je ne sais pas moi, en Oklahoma s'il fallait, ce que j'ai fait d'ailleurs par après, mais bon, voilà, donc c'est une relation particulière et en même temps très, très simple, très... comme quand vous rencontrez quelqu'un et tout va se passer très simplement. Parfois, ça arrive dans la vie. C'est un petit peu ce qui m'est arrivé avec Chantal Akerman. Ça s'est passé très simplement et ça s'est fait très simplement. Et donc, pour une première direction qui, sur le papier, quand on se dit, oh là là, une première direction de production au Cambodge avec Chantal Akerman, ça paraît être un mammouth. Alors, il y a eu des angoisses, hein, ça c'est sûr et certain, mais d'abord l'angoisse du devis. L'angoisse de la manipulation d'un logiciel qui est un logiciel Excel, qui est quand même un peu, qui peut être rébarbatif de premier abord, mais après, en fait, vous vous laissez porter non pas par son énergie elle-même, mais par la rencontre, en fait, et donc les choses se sont faites simplement, même si je ne suis pas sûre que simplement soit le bon terme non plus. Il y a eu bien entendu des difficultés. Comme une évidence. Quoi, voilà, ouais, il y avait une évidence. Donc je ne peux pas décrire ça autrement que comme ça. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'intervention dans la salle? Une main tout au fond là-bas. Non, en fait, on enregistre. On enregistre, donc on n'entendra pas la question. Bonsoir, merci d'être là. J'avais entendu que Chantal Akerman était fragile psychologiquement au moment du tournage. Et maintenant, je vous entends dire que c'était très facile, mais je me demandais quand même si vous aviez été en difficulté à certains moments en raison de ça. Puis je me demandais combien le film avait coûté aussi. Alors le film, dans ce qu'on appelle un coût de fabrication, on est aux alentours du million 7, quelque chose comme ça. Voilà, c'est-à-dire à partir du moment où on l'écrit, ou en tout cas Chantal l'écrit, jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la post-production, on est grosso modo à 1,7 million, c'est-à-dire que ça va tout comporter.
les salaires du casting, c'est-à-dire des comédiens, les voyages, le transport, les kilomètres, l'essence, les avions, les défraiements, les hôtels, évidemment les décors, toutes les locations utiles et nécessaires, la caméra, donc voilà. Donc tout ça, ça va vraiment être pris dans ce million 7. Alors les difficultés, Chantal avait, comment dirais-je, oui, des petits moments difficiles, mais voilà, on en a tous. Donc forcément, oui, il y a eu des moments qui étaient parfois un petit peu compliqués, mais pour finir, elle l'a résumé elle-même à un certain moment lors de la première du film. C'était pas à Venise, parce que le film avait été montré à Venise, mais elle l'a résumé. Je pense que le film avait été projeté à la fête de la communauté française à Namur également, au FIF à l'époque. Et elle avait résumé les choses assez simplement en disant: laissez-vous porter par le film, parce que, aussi bizarre que ça puisse paraître, même si c'est un film sur une forme de folie ou en tout cas d'état de quelqu'un qui glisse vers quelque chose, nous avons tourné ce film dans une jouissance extrême. Voilà. Et je pense que ça, c'était parce qu'elle réussissait à fédérer, sans le vouloir, toute une équipe autour d'elle et à emporter donc des énergies. Voilà. On reste quelques-uns des techniciens qui ont fait ce film. On reste en contact. On se voit une fois par an. Et c'est ce film qui nous a réunis. Même si on ne peut pas dire que nous étions ou que nous sommes amis, nous avons ce film-là que nous avons partagé à un certain moment de notre vie. Et ça nous a réunis. Et ça, ce sont des expériences qui sont rares et qui sont intenses. Intenses et formidables. Je veux dire, quand vous vivez un tournage comme celui-là, moi, je peux partir demain, hein, je veux dire, mais au départ, vous ne connaissez jamais la proposition. Voilà. Mais voilà, ça, c'est vraiment pour ces films-là qu'on fait ces métiers-là. J'avais parlé au chef électro qui me disait que c'était son expérience la meilleure de sa vie. Oui. Quoi. Donc ça l'a effectivement très fort marqué. Oui, Chiron. Oui. 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 Bah, oui. Oui, voilà. C'était super. Est-ce qu'il y a une autre question ? Ici, tout devant. Alors, on va attendre le micro parce que si jamais ça vous intéresse, en fait, les masterclass sont filmées et vous pouvez les retrouver sur la chaîne Vimeo du Palace, je pense. Bonjour. Bonsoir. J'ai plusieurs questions. La première, c'est parce qu'on a parlé de l'équipe et comment est-ce que l'équipe avait été trouvée en fonction des premières envies qu'elle avait. Et je me pose la question, parce qu'il me semble qu'on n'en a pas, que ça n'a pas été abordé par rapport aux personnes qui jouent. Est-ce que c'était aussi son envie à elle ? Et comment est-ce que vous avez trouvé qu'elle allait incarner les personnages ? Voilà. Alors ça, c'est effectivement aussi la réalisatrice ou le réalisateur qui va choisir les comédiens qui vont incarner les différents personnages. Donc, au moment où, en général, on lance une préparation, parfois, même très souvent, il y a déjà des comédiens qui sont pressentis, qui sont même parfois déjà dealés par le producteur. Donc, en général, le directeur de production ne va pas dealer les comédiens principaux, il va dealer ce qu'on appelle les comédiens secondaires. Les comédiens principaux sont dealés par le producteur en question, enfin par le producteur délégué. Donc, le choix des comédiens, ce n'est pas le directeur de production qui va les faire. En général, on engage un directeur de casting qui va faire des propositions sur base du scénario, selon aussi évidemment les désirs ou comment le réalisateur voit son personnage, comment il souhaite que ce comédien l'incarne. Donc voilà, après, quand ils seront choisis, ces comédiens-là, les comédiens secondaires en tout cas, vous allez prendre le relais pour la négociation du contrat, de la même manière que vous allez prendre le relais pour la négociation des techniciens. En ce qui concerne maintenant les techniciens qui, à un certain moment, n'étaient plus disponibles peut-être pour faire le film, eh bien, on en cherche d'autres. Et puis, on essaye évidemment de voir, dans un premier temps, s'ils sont disponibles. Effectivement, ça, c'est forcément la première chose. S'ils ont envie de partir au Cambodge, si leur ville permet, si les conditions tarifaires
les intéresse, si, voilà, tout un tas de conditions qui doivent être réunies pour qu'on puisse partir avec une équipe. Est-ce que je peux... Oui, allez-y. Et donc par rapport aux personnages principaux, elle les avait déjà imaginés, enfin c'est elle qui voulait que ce soit eux? Alors, les personnages principaux, donc Stanislas Mérard, donc, qui joue le rôle d'Allmayer, oui, elle voulait que ce soit lui. Elle avait déjà tourné avec lui, notamment dans le film qui s'appelle La Captive, qui est un film qu'elle avait fait précédemment. C'est lui qui incarnait également le rôle principal avec Sylvie Testu dans La Captive. Donc lui, d'office, on savait que c'était Stanislas qui allait faire le rôle. Aurora Marion, c'était, je pense, son premier film. Et là aussi, ça a été assez évident pour Chantal. Je pense qu'elle avait le choix entre une ou deux personnes et elle a choisi Aurora. Quant au rôle secondaire cambodgien, là aussi, on a eu une directrice de casting au Cambodge qui nous a fait des propositions, qui a fait des propositions à Chantal par rapport à tout ça. Et puis, bien entendu, là-dessus aussi, elle a fait un choix. Et idem des comédiens secondaires comme Marc Barbet qui joue le Lingard, si je me souviens bien, ou d'autres. Alors là, il y avait une directrice de casting ou un directeur de casting, je ne me souviens plus très bien, à Paris. Ça, c'était des comédiens qui venaient de France majoritairement. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, là au fond. Ça y est. Vous faites courir Eric ce soir. Ça y est, je vais être interrogée par un collègue. Non, pas d'angoisse. J'ai aucune angoisse. Voilà, ce film-ci s'est bien passé, mais tu as certainement eu des expériences nettement moins bonnes que celle-ci, donc peut-être tu pourrais décrire aussi comment ça se passe quand ça se passe mal. Quand c'est l'enfer, Oui. tu as juste envie de rentrer chez toi. Donc, surtout si tu es à l'étranger. Bon, ça m'est arrivé une fois d'ailleurs, de rentrer de chez moi en étant à l'étranger quand c'était l'enfer. Voilà. Alors, quand c'est l'enfer, en fait, c'est parce qu'on... Donc, je disais qu'avec Chantal, c'était une relation tout à fait particulière et donc effectivement un film qui reste une expérience extraordinaire, moi, de nouveau dans ma vie. Il y a eu d'autres expériences, effectivement, comme le dit Vincent, qui ont été beaucoup plus douloureuses et beaucoup plus difficiles. Et ça, c'est souvent quand, à la direction de production, vous n'arrivez pas justement à avoir un dialogue suffisamment construit et intéressant avec le réalisateur. D'abord parce que peut-être vous ne le connaissez pas bien et que donc, quelque part, vous avez été appelé par le producteur pour faire le film et que la rencontre ne se fait pas tout à fait et que donc, il n'a pas... Enfin, vous n'avez pas sa confiance. Donc à ce moment-là, le dialogue est très compliqué. Parfois aussi, certains réalisateurs ou réalisatrices, parce que là-dedans, il n'y a pas de genre à proprement parler, qui se démarque plus qu'un autre. Parfois, un réalisateur ou une réalisatrice va aussi s'entourer d'un petit noyau dur autour de lui ou d'elle et qui vont vous fermer la porte au dialogue, avec parfois, justement, dans ce noyau dur, un assistant à la réalisation, une script, un chef opérateur. Et donc, ces gens vont quelque part non seulement protéger les réalisateurs, mais également l'enfermer. Et donc, quelque part, ne pas vous donner accès. Et c'est aussi, parfois, pour certains réalisateurs, évidemment, une manière de se protéger. Mais alors, ça crée des choses que moi, je n'aime pas, dans lesquelles je ne prends pas de plaisir. C'est-à-dire que tout à coup, il y a la réalisation, ceux qui font le film ou qui croient faire le film, et ceux qui exécutent, qui payent. Donc voilà. Donc parfois il y a cette tendance à croire que la production est une supérette dans laquelle on passe avec son petit caddie et dans laquelle on prend un petit peu de ceci, un petit peu de ça, voilà, sans trop devoir justifier les raisons pour lesquelles on a ces besoins-là. Et donc ça crée des relations qui sont pas très agréables à vivre et qui peuvent parfois être conflictuelles ou légèrement conflictuelles. Donc voilà. Donc oui, parfois on fait des métiers où on souffre. Je veux dire, on n'est pas toujours dans une espèce de sur un nuage en train de se dire waouh, je suis dans un pays formidable et je vis une expérience formidable tous les jours. Voilà, parfois on vit tout le contraire. Mais c'est très souvent beaucoup plus lié à des problématiques humaines et de relations humaines, en fait. Voilà. Parfois, un tournage, ça peut être la guerre.
Voilà. Et là, on a envie de rentrer chez soi, ça c'est sûr. Eric, vous voulez intervenir? Non, pas du tout. C'est pour dire que c'était fini, en fait, c'est ça? Ok. Il y a une Ça séance. fait très longtemps qu'on parle, en fait. Mais moi, je m'en rends pas avant compte. qu'on termine, j'ai quand même une dernière question qu'on pose régulièrement. C'est quel conseil vous donneriez-vous à quelqu'un qui a envie de se lancer dans ce métier? Ou quel conseil est-ce qu'on vous a donné à vous et qui vous a semblé particulièrement pertinent? Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui a envie de devenir directeur ou directrice de production? Alors, je ne me rappelle pas qu'on m'ait donné des conseils et si on m'en a donné, j'espère les avoir bien assimilés. Ça, je ne suis pas sûre. Et en fait, je donnerais juste un conseil, que ce soit pour devenir directeur de production ou autre chose dans ces métiers-là, et même dans la vie. En fait, c'est de suivre son désir. C'est le seul guide, me semble-t-il, intéressant. C'est un très bon conseil. Un autre conseil qu'on peut peut-être donner, c'est d'aller au cinéma aussi. Et alors, je veux juste dire en passant qu'ici, l'exposition Golden 80s prend fin, mais l'exposition Chantal Akerman à Beaux-Arts a toujours lieu, Travelling, à la Cinémathèque aussi. Je pense qu'il y a des films. Je pense aussi que cet été, dans les Sunscreens, il y a encore des films de Chantal Akerman qui seront montrés. Il y a La Captive Ouais. qui ressort dans une version restaurée. Donc, n'hésitez pas à aller au cinéma cet été au Palace et à continuer à vous nourrir des films de Chantal Akerman. Oui, d'ailleurs, on lance, la programmation vient d'être mise sur le site. Les Sunscreens, donc c'est notre programmation d'été, qui commence le 5 juillet jusqu'au 18 août. Il y a 54 films qui seront présentés durant l'été, des classiques, des reprises, des inédits, des événements. Donc n'hésitez pas à regarder le programme et à venir. De toute façon, il fera moche. C'est super. Merci beaucoup, Marianne, pour Merci. cette discussion. Merci à vous. Merci. Merci. Merci.